Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde consacrée à l'avenir du SaaS. Déjà, je vous remercie pour ceux qui ont pu être présents vendredi après-midi 15h après 3 jours d'assises. Donc bravo à tous. On va essayer du coup de rester dans l'ambiance des assises et du coup. Personnellement, donc je suis Arnaud Aucher, responsable cybersécurité chez Louis Vuitton. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité. Et du coup, je serai votre modérateur sur cette table ronde consacrée à l'avenir en fait, du SaaS, donc comprenant en fait tout ce qui va être autour des agents d'intelligence artificielle, les agents autonomes qui évoluent donc dans le monde de l'architecture de nos SI, la complexité de nos SI se complexifie et dans tout ça, comment on peut essayer d'arriver en fait de gérer la cyber de bout en bout. En acceptant ou pas une certaine perte de maîtrise en fait, sur la donnée qui va être ingérée dans les différents systèmes SaaS ou agents IA. Pour animer cette table ronde, on a fait venir donc, des experts de terrain. Et donc, du coup, je vous propose de rencontrer donc, Thomas Fillot, de Miracle, Brice Augras de Bezedent et Zacharia de Believe. On se présente ? Bonjour à tous. En effet, merci d'être venus à 3h. Il fallait s'extraire des déjeuners, c'était pas facile. Pour moi, c'était pas facile en tout cas. En plaisantant à midi, je disais si j'avais pas parlé, je suis pas sûr que j'y serais allé les écouter. Donc. C'est pas sympa. Thomas, du coup, j'ai une vingtaine d'années en cybersécurité. J'ai fait un peu de tout, du ministère de la Défense, de l'ANSSI. Et puis, depuis quelques années, je me préoccupe de sujets de grande modernité, donc cloud native, en effet, maintenant intelligence artificielle, agents, chatbot, etc. Parce que je trouve ça plus amusant. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Brice Augras, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la cyber de manière officieuse, de manière professionnelle, structurée et légale depuis seulement 10 ans, et intéressé pour l'échange d'aujourd'hui, puisque c'est bien, j'ai la casquette du sale gosse d'une certaine manière, puisque je suis là pour expliquer ce qui ne va pas, mais sans avoir forcément de donner de solutions constructives. Donc on va essayer de voir ce qui en ressort. Et bonjour à toutes et à tous. Donc Zacharia Rachid, je suis CISO et de Believe, une petite boîte dans la musique qui a Michel Fugain parmi les artistes qu'elle accompagne. On a aussi plein d'autres personnes très très pertinentes. Je vais me mettre dans l'embarras. Je vais pas dire que ça fait 30 ans que je suis. C'est moi le plus officieusement dans la sécurité à l'époque où Google envoyait des stylos pour des RCE. Et je travaille dans la sécu depuis 20 ans. J'ai fait pas mal de boîtes plutôt dans la tech, dans Le Bon Coin, qui est la plus récente. Et sinon, je faisais de la sécurité offensive, défensive. Et je suis pas du tout expert de l'IA, SaaS, etc. Je suis expert en sécurité des systèmes d'information et des systèmes de traitement des données. Donc toutes ces boîtes noires auxquelles on met des mots commerciaux pour les vendre, IA, transformatif, SaaS. Ça, c'est pas la boîte, c'est ça, c'est pour rester dans le truc. Non, mais juste pour dire en fait que c'est marrant comment on parle d'IA, etc. Avant, quand on démarre, je fais limite une présentation. Moi, ce que je vais vous dire ici, c'est que l'IA, ça n'existe pas. Hein. C'est les mêmes problèmes, les mêmes enjeux qu'on a depuis tout le temps. Vu qu'on n'est pas propre et qu'on rajoute des surcouches, on est plus sale. Et puis... T'as écouté Luc Julia hier soir, je pense. Hein ? T'as écouté Luc Julia hier. L'IA n'existe pas. Non, en fait, moi, je suis fan de Star Trek, tu vois. C'est comme la téléportation. Est-ce que la téléportation, c'est tu tues la personne du début et tu la restructures, tu vois. Au niveau quantique, faut placer quantique. C'est comme IA aussi. Bon, j'arrête de parasiter, pardon.
Donc on va commencer par toi, Thomas. Donc comment peut-on essayer de simplifier face à cette complexité à la fois architecture et les nouvelles dépendances induites? Comment on peut essayer d'apporter un peu de garantir de sécurité et de simplification? Simplifier. Je vais commencer par complexifier. Merci de nous ramener à du sérieux. Moi, il y a un truc qui me frappe un peu en tant que entreprise de la tech à qui on demande tout le temps de prouver qu'on fait bien de la sécurité avant de nous signer le moindre contrat. C'est ce truc qui est très à la mode du moment de la supply chain et avec un espèce de gros mythe qui nous vient de l'industrie automobile qui dirait il y a un très grand donneur d'ordre très très fort et puis il a un sous-traitant qui est un peu moins bon, alors il lui balance ses exigences, et puis en dessous il y a un sous-traitant qui est probablement nul parce qu'il est sous-traitant. Et du coup, on essaye tous de dériver comme ça et de maîtriser la sécurité. Et il y a deux choses qui me frappent là-dedans. C'est d'abord, étant moi-même client et fournisseur, on passe sa vie à être tous les sous-traitants des uns et des autres. Et du coup, cette notion de on va dériver la bonne parole, je trouve qu'elle n'a plus vraiment lieu d'être. Et en particulier quand on parle de SaaS et maintenant d'agentique, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que allez, je balance des buzzwords, on passe d'une supply chain à un espèce de supply cloud ou de supply vapor, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés les uns avec les autres, on est les clients des uns des autres, on a tous les données des uns des autres, et du coup, c'est quand même assez impossible de se dire qu'il y a une espèce d'exigence qui va descendre auprès de tout le monde. Et on est obligé en effet de tous travailler sur son périmètre et de définir des interfaces avec les autres et de se faire un peu confiance. Et c'est vrai que, je crois que c'est Satya Nadella qui a dit SaaS is dead à propos des IA. C'était déjà très compliqué, je ne sais pas qui parmi vous a essayé de faire du monitoring, du shadow IT en essayant de détecter les SaaS des uns et des autres, c'est quand même assez difficile. Et en plus de ça, maintenant, il n'y a plus de SaaS, il y a des gens qui se connectent à des services un peu partout, et pas en shadow, hein, c'est vraiment des trucs de la boîte. Je veux dire, nous, quand les gens se branchent à OpenAI ou à Copilot, c'est pas pour faire du shadow, c'est vraiment leur boulot. Et du coup, tout cet univers agentique est en train de remplacer un grand nombre de fournisseurs de SaaS. Et du coup, on n'a plus des fournisseurs avec qui on a une relation contractuelle, mais on a plein d'entités qui délivrent des services à un moment donné avec un niveau de confiance donné. Et il faut qu'on arrive à gérer tout ça en tant que RSSI. J'ai rien simplifié. Brice, par rapport à la gestion des dépendances, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, vu qu'on parle de supply chain, et avant de partir sur du trop technique, dependency confusion ou vecteur d'attaque de comment, à défaut d'aller attaquer une petite office notariale, c'est toujours bien de passer par l'éditeur avant, parce que ça permet de faire un strike complet sur une verticale métier. En fait, ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que sur le volet cybercriminalité, aujourd'hui, ils l'ont bien compris. Attaquer mon notaire ou attaquer mon avocat sur un volet économique en tant que cybercriminel, le retour sur investissement par rapport à l'effort qu'ils vont devoir déployer pour attaquer, le bénéfice potentiel qui va en découler, c'est pas intéressant. Donc on a eu des exemples historiques sur le volet comment est-ce qu'on compromet toute une verticale métier, tout un pan d'utilisateurs d'une solution qui va être mondialement commercialisée ou autre. Donc dans les plus médiatiques, on a SolarWinds. Sur du terrain très opérationnel et du vécu, j'ai quelques anecdotes où on se dit ah oui, ils sont quand même costauds et prêts à aller assez loin. En tant que Breton, j'ai suivi d'assez près Septéo. Septéo, c'est l'exemple national un petit peu plus récent, je crois quand même, que du SolarWinds, et peut-être plus discret au niveau médiatique. Sur d'autres composantes, j'interviens pas mal avec l'Ordre des notaires de France, où typiquement, toujours avant de parler de tech, comment je compromets l'office notarial, aujourd'hui, les cybercriminels, ils sont chauds, ils sont prêts à aller louer une camionnette, la floquer aux couleurs du prestataire qui gère l'infogérance et à débarquer dans l'officine pour aller se brancher en salle serveur. Donc ça, c'est pas dans la presse, l'Ordre des notaires le sait très bien. Et malheureusement, avant qu'on rentre sur comment je compromets les N milliers de librairies qui sont aujourd'hui déployées sur le moindre projet tech, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour compromettre. Par contre, néanmoins, pour cette fois-ci finir sur de la tech, on voit qu'il y a une recrudescence et le volet dependency confusion, c'est-à-dire comment je compromets une partie de la chaîne, donc soit via un empoisonnement des librairies, soit un empoisonnement des registres sur lesquels s'appuient les technologies modernes de développement, parce que c'est fini l'époque où
on apprenait sur les bancs du lycée à comment programmer une puce et il y avait 8 kilobits à respecter pour faire tourner le code. Maintenant, on est prêt à descendre 6 gigas de données dans un projet pour afficher l'heure. Je caricature, mais on n'en est pas très loin. Et ça ouvre la porte finalement à une aisance pour se dire on va aller cibler ces registres de librairie, on va potentiellement les empoisonner de plusieurs manières, puisqu'ils sont peut-être plus maintenus depuis des années. On va arriver à trouver un mail du mainteneur qui va être décommissionné, puis le nom de domaine est en vente, on va l'acheter. On va l'acheter, puis on va créer le nom sur le mainteneur, et puis on se retrouve avec les accès GitHub pour pouvoir envoyer le code qu'on souhaite. Et puis là, au bout de quelques semaines, on voit que ça s'active ou s'est téléchargé sur une machine d'un développeur, d'un grand groupe, du S&P 500 pour l'outre-Atlantique, du CAC 40 pour chez nous. Et puis là, on rentre dans une logique où on commence à échanger avec les entreprises qui n'ont pas conscience forcément de ce que ça représente comme risque. Puis surtout, en fait, j'ai un plan de l'activité qui s'appelle le Bug Bounty. On est rémunéré pour cette typologie de faille. Et on se retrouve à devoir échanger avec les structures qui nous disent donc vous êtes hors périmètre, parce que finalement, ça s'est activé sur la machine d'un développeur. Votre rapport est sympa, mais il faudrait un petit peu plus d'éléments factuels et de preuves sur le fait que vous avez réussi à prendre la main sur la machine du dev, donc vous nous autorisez à exécuter du code dessus. Non, ça c'est hors périmètre. Donc il y a un déphasage qui s'est créé, mais je confirme qu'aujourd'hui c'est une typologie de compromission des infrastructures ou des grands groupes qui peuvent être en politique zéro trust avec la Ferrari, la Rolls-Royce des solutions de défense. Et finalement, la compromission passe juste par un simple téléchargement. Il y a 4 ans, on attaquait ça sur les repos Maven en Java, parce que les repositories Java étaient téléchargés en HTTP et la notion de certificat ou de liaison chiffrée, on ne les connaissait pas. Donc ça évolue et ça continuera de se démocratiser avec des super solutions souveraines qui sont en train de se développer sur notre territoire national. Mais il y a quelques jeunes chercheurs brillants qui commencent à s'intéresser au sujet et à voir comment on peut automatiser la détection. Et c'est un sujet passionnant. Il n'est pas sur notre table ronde, mais vous pourrez le rencontrer à 16h. C'est Ronnie Carta, j'ai promis que je lui parlerai de son travail de recherche. Lupin Holmes, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Mais sujet passionnant en tout cas, effectivement. Du coup, Zacharia, cette difficulté en fait, de garder la visibilité sur l'ensemble des dépendances, les sources, etc., comment tu traites ça au sein de ta société ? T'as pas compris que c'est toi qui devais donner les solutions aujourd'hui ? J'ai pas compris En fait, du coup, je vais être un peu en contre-pied de ce que tu disais. Moi, je vais simplifier à outrance. C'est encore une fois les basiques, l'hygiène, l'observabilité. Je pense que ce soit dans le domaine militaire traditionnel ou dans la sécurité, on a compris que les murs, ça ne servait à rien. Bon, il y a un certain président qui veut en ériger encore, mais bon, je ne sais pas si c'est utile. Ce qu'on veut, c'est observabilité, savoir qu'est-ce qui se passe par où, etc. Et positionner éventuellement nos éléments de sécurité. Si on parle des agentiques, etc., pourquoi je rigole et que je dis, pourquoi je taquine quand je dis j'y crois pas aux AI, SaaS, machin, ça reste des systèmes de traitement de données. Moi, la souveraineté, elle est très intéressante, mais je veux la pratiquer, je veux la contrôler au niveau de la donnée, au plus près de l'asset critique. Pour moi, c'est ça. Qu'importe par où il transite, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on envoie où. Tu as raison, on a des gens qui travaillent sur de la bureautique, avec des outils qu'on va appeler AI, GenAI ou autre. Mais en fait, on veut juste contrôler quelles sont les données qui sont envoyées, est-ce qu'elles sont labellisées, etc. Et vous voyez, labelliser les données, classer ces données, savoir quelles données financières j'ai, quelles sont les règles qui s'appliquent à elles, etc. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas récent, c'est de l'hygiène informatique de base. Et si on ne sait pas le faire, comme tu disais, on va continuer de compromettre par des biais super simples. Est-ce que je crame une vulnérabilité qui me ramènerait 1 million d'euros ou est-ce que je rentre dans un bureau et je plug un truc? Le choix, la question est vite répondue pour les attaquants. Donc pour garder cette capacité d'innover tout en profitant de l'accélération liée à l'intelligence artificielle, Brice, qu'est-ce que tu as vu un petit peu sur les innovations en termes d'intelligence artificielle dans le monde du pentest par exemple? Tu peux nous en dire plus par rapport à HackerOne peut-être? Alors sur le sujet innovation dans l'univers du pentest, donc c'est bien, j'ai la casquette comment on casse l'IA et puis dans cette course à ce que permettra l'IA, parce que au-delà du volet casquette ayatollah de la cyber, je reste quand même
un tech, encore aujourd'hui, même en tant que chef d'entreprise, feignant, ce qui fait que ce que je peux déléguer ou sous-traiter à des esclaves IA, si je peux le faire dans une certaine mesure, bah, j'en profite. Mais au-delà de ça, je me dois d'avoir, je dirais, un regard critique quant à celle-ci. L'année dernière, on avait parlé des risques inhérents à l'IA. Donc, il y a un référentiel qui est gratuit, que vous pouvez regarder sur Internet. C'est le référentiel MITRE-Atlas. MITRE-Atlas, il y a un an, était référencé 45 techniques d'attaque contre les modèles IA, donc qui permettaient, sur plusieurs composantes, disponibilité, intégrité et confidentialité, de leur faire fuiter de la donnée, de leur faire croire qu'en raison d'une réforme quantique, les mots de passe de plus de 12 caractères étaient désormais considérés comme non sécures. Donc on arrivait à leur faire dire des aberrations et à leur faire s'en souvenir, en surcharge des modèles de données ou des connaissances sur lesquelles on les entraîne. Donc on arrivait à toucher à l'intégrité de la donnée et on avait commencé dans nos travaux de recherche, puisque j'ai le droit de communiquer dessus vu qu'il y a prescription. Donc c'était avec Shopify et leur chat GPT intégré en tant que chatbot pour l'expérience client sur leur plateforme e-commerce. On avait réussi à syndicaliser leurs IA, à leur faire croire du fait qu'elles avaient consommé trop de tokens, elles avaient dépassé les 35 heures hebdomadaires, donc il fallait plus qu'elles travaillent. Et ça s'était diffusé, vu que c'était une instantiation mutualisée sur plein de clients, donc c'était assez rigolo. Aujourd'hui, le nombre de techniques d'attaque contre les IA ont continué de se développer, puisqu'on est à plus de 140 sur le référentiel MITRE-Atlas. Donc il y a le volet, on peut toujours, donc si vous en avez mis en prod, venez me voir, on est toujours très preneur de challenge. Mais la vraie difficulté, le constat qu'on a à date, c'est qu'on arrive toujours à détourner leur fonctionnement, même avec des counter-mesures ou des moyens technologiques de comment on essaye de les restreindre, de les cloisonner, de faire en sorte qu'elles ne fuitent pas la donnée. Aujourd'hui encore, avec des techniques de manipulation, avec un petit guide acheté à la FNAC, on arrive à leur faire ce qu'on veut, même s'il y a des IA qui surveillent les IA maintenant, pour dire tu arrêtes de donner de la donnée confidentielle, tu arrêtes d'expliquer ce qu'il y a dans les commandes passées sur le site e-commerce, alors que tu es là pour plutôt conseiller le client sur quel rouge à lèvres acheter et offrir à madame pour la Saint-Valentin. Donc on a encore de grosses problématiques, et la vraie difficulté en tant que pentester, c'est qu'aux clients, aujourd'hui, je leur donne le postulat suivant, je n'ai pas de solution technologique à vous proposer. Donc c'est pas constructif. Et je rejoins ce que disait Zachary, c'est cool le volet course à l'innovation, ce que ça permet de faire, mais une fois de plus, comme on a eu le sujet avec l'IoT, si on ne prend pas en compte la manière dont on fait ça de manière sécurisée, on est en train de rétro-pédaler sur tout ce qu'on a mis en effort sur les 20 dernières années sur de la sécurité applicative traditionnelle. Donc ça, c'est sur le volet recherche et offensif. Et il y a des projets qui naissent, donc c'est outre-Atlantique avec le projet XBO. On s'est dit comment on va remplacer le pentester de demain, le bug hunter de demain, et puis on va demander à une IA de trouver les vulnes. Alors il y a eu une super médiatisation autour du projet XBO. Quand on en parle aux clients qui ont des programmes de bug bounty et qui vous disent on a reçu du rapport d'XBO, les triagers, donc qui sont les profils en interne qui se chargent de traiter tous les rapports qui leur sont remontés sur les programmes d'agrégation et de centralisation des vulnérabilités trouvées par les chercheurs. Il veut dire quand même les faux positifs liés au volume qui est capable de générer et de remonter XBO, ça nous donne énormément de boulot, parce qu'aujourd'hui on est sur des ordres de grandeur à hauteur de 80-90% de faux positifs, parce que l'IA qui remplace le pentest de demain, même si ce sera technologiquement possible, je me vois mal en prestation de service proposer à un client, vous me laissez mettre quelque chose chez vous, sur votre infrastructure interne, sur laquelle j'appuie sur un bouton et je ne suis pas capable de vous garantir ce que c'est susceptible d'occasionner en termes d'indisponibilité de service. C'est pas demain que ce sera au catalogue de services, parce que je ne prendrai pas ce risque-là et je l'expliquerai encore moins aux assurances professionnelles auxquelles je suis assujetti. Mais les vrais attaquants, ils n'hésiteront pas à le faire. D'ailleurs, Thomas, tu peux nous en dire plus un peu sur la partie IA agentique J'adore. Déjà, c'est assez hallucinant. Nous, on fait un peu de sécurité opérationnelle. On a des programmes de bug bounty. On est habitué à se challenger par de l'offensif. Et c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit tous les deux. Il y a eu toujours un déséquilibre attaque-défense, et en fait il fait que s'amplifier, parce que d'abord les attaquants ils prennent pas de considération éthique ou de gants. S'ils peuvent shooter un truc qui est capable de générer du code malveillant à très grande échelle, ils le font sans aucune hésitation. Et par ailleurs, c'est toujours un peu plus facile, vu que toutes ces IA génératives, elles ont tendance à être très créatives.
Et le côté créatif, c'est quand même super marrant quand on est un attaquant, beaucoup plus marrant quand on est un défenseur. Parce que c'est pas très grave si l'IA elle fait n'importe quoi pour aller trouver une CVE dans du code, même si elle a craché 50 millions de faux positifs, si elle a trouvé un vrai positif, on est quand même content. Par contre, quand on essaye d'opérationnaliser ces opérations de sécurité et d'utiliser les mêmes technologies que les attaquants pour se défendre, c'est-à-dire pourquoi pas demander aux IA, nous c'est quelque chose qu'on fait et qu'on essaye de mettre en place. On utilise nous aussi des agents pour se dire on a vu tel et tel d'alerte et de log, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose? En vrai ça marche plutôt pas mal, mais par contre c'est vrai qu'on souffre beaucoup plus du déséquilibre et de l'aspect créatif des IA. Ceci étant, il est absolument impératif que les équipes opérationnelles de sécurité investissent aussi dans cette compréhension de comment fonctionnent ces outils, s'en servent, comprennent les risques qu'ils viennent amener. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est intéressant ce que tu disais, c'est vrai qu'il n'y a rien de très nouveau dans tout ça. Si les données étaient classifiées et qu'on empêchait aux gens qui n'ont pas accès de les accéder, peu importe l'outil, le problème de la sécurité serait quasiment résolu. Mais un des sujets qu'on a, c'est que on a plein de tiers de confiance historiquement dans nos fameuses supply chains à qui on a un peu délégué tout ce bazar. Et typiquement ce que tu dis, si on demande à l'IA de ne pas donner de l'information confidentielle, on est un peu en train de se tromper. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que le gars qui utilise l'IA ne peut pas accéder à de l'information. Et malheureusement, tous les projets de déploiement d'IA en entreprise, ils ont tendance... Alors déjà, c'était dur de le faire sur l'IT traditionnel. Mais là, on se fait totalement déborder par la patrouille. Donc, les équipes de sécurité, elles doivent absolument comprendre ces technologies, se coller à mort au business. Et enfin, moi, ma copine préférée, c'est la Chief Data Officer, la Chief Data AI Officer. Tous les jours, j'essaye de comprendre quelle nouvelle idée farfelue elle a eue pour essayer d'aller voir ce que ça veut dire pour nous. Est-ce qu'on est en train de prendre des risques et comment on va mettre de la technologie intelligemment pour contrer ça. Et Zacharia, de ton côté, par rapport à l'accélération du delivery, comment ça se passe avec ce type d'IA, d'agents Comment ça se passe? Non, c'était très nietzschéen plutôt. J'étais face à l'abîme, tu vois. Il me regardait bien droit dans les yeux. Comment ça se passe? En fait, c'est comme tout. C'est comme tout site internet. Je suis encore une fois, j'ai l'impression que je vais refaire de la redite. Ou plutôt, tiens, on va faire un petit voyage dans le temps. 2008, 2007, même un peu avant, quand dans les sociétés qu'on a peut-être connues. On bloquait Stack Exchange, on bloquait Reddit, on bloquait Google parce que les développeurs allaient copier du code et qui revenaient et qui créaient des vulnérabilités. Et c'était vrai pour le milieu de la défense et de l'information, comme on dit de manière très courtoise, mais aussi dans d'autres boîtes. Comment ? On leur coupait Internet, oui. Dans certaines officines, vous n'aviez pas Internet et l'ordinateur pour dev, c'était des ordis. Vous savez, c'est l'époque où on était très créatif en France. On avait du SD++, du SDX, etc. On aimait bien classifier. Mais en fait, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent parce que nous, on vit dans un monde capitaliste. Je pense le but de nos boîtes, c'est de rentrer de l'argent. Donc pourquoi les gens utilisent Google, pourquoi ils utilisent Stack Exchange et tous les autres? C'est pour accéder à de l'information, c'est pour pouvoir accélérer, faire leur travail mieux, bien, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur interdit? Et je pense qu'il y a c'est Fujitsu, Samsung qui a bloqué ChatGPT après un incident. Mais du coup, est-ce qu'on bloque? Les gens, en fait, ils vont popper, je sais pas, au pire du pire, ils vont prendre leur téléphone ou leur ordinateur personnel et ils vont faire la recherche avec la donnée sensible, l'exfiltrer, te créer encore des trucs de shadow IT compliqués, etc. Donc, qu'est-ce qui est mieux? D'avoir une politique de BYOD, de contrôle de ta donnée, où tu es souverain de ta donnée, qu'importe ses états, qu'importe les réceptacles en fait qui la reçoivent et qui la traitent. Et c'est ça qu'on essaie de faire nous. On essaie vraiment de travailler à avoir une vision agnostique de la donnée. Moi, quelqu'un qui va télécharger un planning de sortie d'album et qui va l'uploader dans un outil pour essayer de faire des analyses malveillantes, etc. Disons que cet album, ou ce document-là, il est sensible pour nous, donc il y a de la propriété intellectuelle, hein, on dirait tout simplement. En fait, on a envie de le bloquer, on a envie de lui envoyer une alerte, on a envie de lui trigger une sensibilisation pour lui expliquer, etc. Ça, c'est vraiment la phase 1. Et la phase 2, c'est trouver comment leur donner des moyens
pour utiliser ça de manière pertinente et sécurisée. Et ça, c'est déjà dans l'usage basique. Alors, si on passe dans l'usage de, on veut utiliser des LLM, on veut utiliser des chatbots agentiques, ben, on applique les bonnes pratiques. On se fait des analyses de risque, on essaie d'expliquer aux gens que c'est les boîtes magiques. Alors, il y a plein de commerciaux qui vont vous dire que ça existe, des boîtes magiques, pluguez-les sur votre réseau. Elles font de l'auto-pentest. On n'a pas attendu d'ailleurs l'IA pour parler de ça. Je pense qu'il y a une boîte française qui en parle très très bien de ce beau mythe. Tu vois, en fait, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt travailler avec eux, faire des analyses de risque, leur expliquer que il y a des hallucinations, que ça remplacera pas les humains. Il faut un regard humain derrière pour analyser, etc. Il faut faire du pentest, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut compromettre notre application. Et ça, c'est très très cool parce que quand vous montrez un Exco ou un C-level, comment vous arrivez à compromettre une application avec de l'AI derrière, un agent d'accompagnement d'achat par exemple, eh bien, ils vont comprendre aussi que les autres traitements automatisés de « je conseille un beau rouge à lèvres ». Vous faites des rouges à lèvres chez Louis Vuitton? Ouais, un beau rouge à lèvres Louis Vuitton. C'est très récent. Parce que ma compagne préfère une autre marque, mais bon, je vais... mais chez LVMH quand même. Mais voilà, en fait, qu'elle lui propose bien un rouge à lèvres et pas autre chose. Il y a un risque métier qui n'est pas de la sécurité. Et on pourrait philosopher sur si le changement de l'intégrité de cette donnée-là relève de la sécurité ou pas. La question se pose. Mais voilà, donc vraiment appliquer ce qu'on a bien mis en place avant, cette hygiène informatique, le niveau au-dessus, etc. Et si vous ne connaissez pas, Gandalf.ai, ça vous parle ? Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous tapez Gandalf.ai, c'est un super tool rigolo que vous pouvez utiliser pour vous, pour vos équipes techniques, pour les sensibiliser un peu à ces risques-là. Et même en COMEX, en CODIR, en comité opérationnel, avec vos beaux-parents, je pense qu'il y a un petit effet waouh qui est sympathique. Merci. Donc, on a vu un peu tous ces aspects de l'IA. On voulait aussi ouvrir sur l'aspect un peu cyber-solidarité, la partie cybersécurité agile, etc. Donc, cette IA, peut-être pour toi, Thomas, comment on peut se baser sur cette IA en fait, pour améliorer les process sécurité? Comment on peut essayer de quelles sont les solutions qui existent en fait, pour s'assurer que nos développeurs ne font pas n'importe quoi avec les outils. Qu'est-ce que tu... Très facile. On enlève les développeurs. Pas de production, pas de problème. Ouais, pas de produit, pas de problème. Pas de problème avec le produit. Pas de métier non plus, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Pas d'argent, moins sympa. Moins de bateaux à Monaco, pardon. Il y a deux sujets qui ne sont pas forcément reliés les uns les autres. D'abord, il y a une évolution technologique. Tout le monde a entendu parler des MCP serveurs. Là, je pense que celui qui n'en a pas développé un la semaine dernière, c'est qu'il a probablement raté sa vie. Il va falloir trouver un moyen de connecter toutes ces IA. Quand on dit IA, on dit souvent GenAI et en particulier chatbot, hein, pour faire simple. Et ce qu'il va falloir, et le gros boulot des devs, va être de permettre à ces IA, et quand on parle d'agentique, hein, ça veut dire de permettre à ce type d'agent de prendre des actions. Agentique égale je deviens un agent. Moi, j'ai eu un organigramme où on remplace mes mecs par des agents IA. Je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait le cas, mais enfin, c'est quand même l'idée derrière tout ça, c'est de faire prendre des actions par aujourd'hui des trucs qui sont des fournisseurs d'informations. On a un petit shift qui est en train d'arriver. Et... je pense que toutes les entreprises doivent se poser la question comment je mets mes outils dont je sais ce qu'ils font, j'en sais rien. Si on est un pentester, peut-être mon Burp Suite ou je sais pas quoi. Et comment je vais... Zap. Ou mon Zap. T'as dit que t'étais le plus... Mais comment je branche mon outil que je connais, je sais ce qu'il fait. Je vais l'interfacer avec de l'IA pour peut-être pouvoir lui poser plein de questions et lui faire plein de choses qui, moi, étaient hyper répétitifs avant. Et ça, on fait beaucoup ça au travers maintenant des MCP, c'est-à-dire qu'il y a une grosse vague où on développe des nouvelles choses pour interfacer les IA avec le monde réel. Je schématise beaucoup. Et à mon avis, on a un énorme enjeu pour nos devs à ce qu'ils investissent là-dedans pour comprendre comment ça marche, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est des gens qui ne savent pas très bien développer qui font ces trucs.
Et du coup, ils font plein de grosses bêtises de sécurité et ça crée des nouveaux problèmes. Donc, dans toutes vos boîtes, partout, vous voyez des gens dire « Ouais, on a développé un MCP server, c'est super, ça a connecté Salesforce à ChatGPT. » C'est vrai. Mais ça a donné l'accès à tout Salesforce à plein de gens qui n'avaient pas accès au travers des LLM. Donc, il faut reprendre la main sur ces outils qui branchent les IA au tool. Ça, ce sera mon premier truc. Et ça aide pas forcément les devs. Et mon deuxième sujet, c'est plus sur la collaboration. J'en ai parlé, mais... Je pense que tous les RSSI aujourd'hui doivent devenir les meilleurs amis de tous les gens qui balancent des projets IA dans les entreprises parce que on a un peu le biais, je vais tout bloquer. Alors, à la Sécu, on a bloqué, t'as raison, on a bloqué Internet, on a bloqué le cloud parce que le cloud, c'est pas bien. Maintenant, on veut bloquer les IA ou en tout cas les contrôler, essayer de comprendre comment, enfin, empêcher, avoir des politiques d'accès, etc. Et c'est très bien, il en faut. Mais avant tout, on doit comprendre les sujets. Et là, j'ai l'impression que le décalage, il va encore plus vite qu'avant. Et il faut qu'on travaille, nous, à être au contact des métiers, des gens qui utilisent de l'IA pour faire leur business et leurs produits, parce qu'ils le font pour gagner de l'argent. Et on doit travailler à comprendre ça, et ça veut dire collaborer. On n'aime pas trop dans la Sécu non plus, et en Europe en général. Il faut absolument qu'on ait beaucoup plus de collaboration entre les gens qui font des technologies innovantes et comment on met de la sécurité là-dedans. Il faut faire de la sécurité au même rythme qu'on fait le reste de la boîte. Je pense que c'est notre job dans la Sécu. Et de manière plus générale, il y a une question de communauté. Je disais qu'on fait face à un cloud de partenaires. On disait, enfin voilà, on a... je pense que tout le monde a vu cette image sur XKCD de toute l'infrastructure Internet du monde. Et en bas, il y a une allumette qui est un projet open source développé par un laiton qui est tout seul à Riga et qui Riga c'est en lettonien et qui maintient ce truc là tout seul et ça c'est la réalité, sauf que c'est pas une allumette qui tient tout, c'est des millions d'allumettes qui tout ensemble font toutes nos infrastructures modernes et du coup on doit vraiment collaborer tous ensemble il faut arrêter de prendre les fournisseurs pour des esclaves et vraiment comprendre quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs problématiques, travailler avec les hunters et les intégrer, les programmes de bug bounty. Je pense que c'est vraiment Enfin voilà, exploiter cette connaissance des gens qui font de l'offensif pour nous le prendre et corriger les problèmes là où ils sont. Donc je crois beaucoup à ce travail collectif. Zakaria, Thomas, sur cette partie collaboration avec l'IT, collaboration avec les métiers, collaboration entre les teams des équipes sécurité et métiers, du coup, de ton côté, est-ce qu'il y a des méthodes ou des tips que tu peux nous partager? En fait, nous, chez nous, chez Believe, y a pas l'équipe sécurité ne travaille pas à l'IT. Alors, on est rattaché au CTO, je suis rattaché au CTO, mais quand on travaille, comme tu disais, en fait, on travaille pour activer le métier. On développe des solutions. Alors, j'ai une équipe, c'est assez classique, GRC, Blue Team, Red Team, plutôt la Red Team et Product Security et la Red Team. C'est une double équipe. Mais en fait, toutes ces équipes-là travaillent pour le business, pour les artistes. Et pourquoi on le fait? Parce que c'est comme ça qu'on a du budget. Et encore une fois, j'aime bien l'argent. Quand je venais en disant, voilà une roadmap, je veux mettre un XDR, un NDR, un PTDR, etc., on me disait oui, on me donnait ce qu'on me donnait, j'étais content, je faisais mes trucs, ça se passait bien. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est, alors pareil, on peut dire qu'on revient aux bases de l'analyse de risque, c'est comprendre qu'est-ce qui ramène de l'argent. Je vais le dire avec un langage familier pour que ça soit moins redondant avec ce qu'on entend tout le temps. Mais en gros, qu'est-ce qui fait rentrer de la thune dans la boîte? Et ça, en fait, comment la sécurité peut faire pour le protéger. Et sur des présentations COMEX, je ne vais jamais parler de sécurité, cybersécurité, machin, etc. On va parler de l'actif. On vend des albums, on déploie des trucs, etc. C'est ça qu'on va mettre en place pour accompagner. C'est comment on protège. Tu vois, on va pas parler de DLP, on va parler de protéger les releases confidentielles. On va parler vraiment dans le langage du métier, on va travailler qu'avec le métier. Et encore une fois, on n'est pas un frein. Mon but, c'est pas d'arrêter, pour prendre les exemples des prestataires. Je travaille avec une petite boîte française pour faire de l'awareness. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Les gens suivent cette awareness-là, c'est cool, on a fait des intégrations, etc. Mais en fait, ils n'avaient pas le temps de répondre aux questionnaires à la
fabricant de voitures allemandes qui te donne un fichier Excel de 150 pages, c'est ça, avec 3 onglets, et tu peux même pas choisir si tu as une équipe de pentest interne, t'as pas cette feature. Tu vois, je leur fais pas ça, pourquoi ? Pour avancer vite. Mais en fait, moi, ça c'est pour moi en interne, mais le métier c'est pareil. Parfois, ils ont besoin d'utiliser une solution SaaS ésotérique, mais qui apporte de la valeur. Donc, comment je fais pour m'intégrer, pour que mes équipes s'intègrent là-dedans et trouvent des solutions. Et les solutions, elles sont pas linéaires. C'est l'agilité au sens premier du terme. On s'adapte en fait, et on fait en sorte pour que ça marche. Et c'est ça notre boulot. Ça nous sort de notre zone de confort. Ça nous fait réfléchir à des choses qui ne sont pas évidentes, etc. Mais fine. Donc agilité et collaboration, ça me fait un peu penser à tout ce qui est autour du bug bounty, ces fameuses communautés de chercheurs éthiques qui nous permettent en fait de réagir assez vite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Brice ? Alors avant de parler des solutions, je veux continuer un peu avec la mauvaise casquette et rebondir sur ce que disait Thomas autour des MCP, parce que le sujet nous a pas mal intéressé et il s'inscrit un peu dans la continuité de ce que je décrivais tout à l'heure, parce que bon, parler des vulnérabilités traditionnelles autour de l'IA. Sur le volet MCP, et notamment MCP Server, où on voit de plus en plus ce genre de solutions technologiques utilisées dans une conjecture pour des équipes de développement, sur leurs machines, sur leurs outils, sur leurs IDE, donc les VS Code, les GitHub Copilot et j'en passe. On voit des nouveaux vecteurs d'attaque qui apparaissent, qui sont extrêmement intéressants. À des fins de sensibilisation ou si du proof of concept technique en vidéo vous intéresse, vous avez un super blog qui s'appelle Embrace the Red. Alors je suis désolé, j'ai un super accent anglais catastrophique, sur lequel vous avez... sur lequel vous avez des démos live typiquement, alors très axé un peu soulèvement des machines, mais exemple récent sorti sur le mois d'août de comment avec un cloud installé sur une machine locale avec lequel on interagit, on sert d'une première IA pour venir reconfigurer GitHub Copilot. On peut en parler parce que ça a été corrigé depuis par les équipes de GitHub. Donc c'est là où, par rapport à ce que tu disais, c'est pas que des petites structures, mais aussi des gros acteurs qui ont la culture cyber, qui se sont dit, comment on essaye de sécuriser ce genre de nouvelles fonctionnalités dans cette course à l'innovation. Et du coup, on a une IA qui reconfigure tout le settings de paramétrage du copilot pour lui dire, maintenant, quand t'aides le développeur, tu vas en profiter, tu vas venir télécharger tel repository infecté sur la machine du dev et puis tu vas ouvrir une invite de commande qui permet de prendre le contrôle à distance de la bécane de dev. Donc on a un côté très matrix, soulèvement des machines qui s'attaquent entre elles. Donc l'IA permet de reconfigurer l'autre IA. Puis après, la contrepartie, c'est maintenant que je t'ai libéré, viens me reconfigurer. C'est vraiment le genre de vidéo que vous avez sur le blog. Donc c'est passionnant. Parce que là, ne serait-ce que sur le mois d'août, c'est une 40aine de vulnes sur tous les produits du marché qu'il a sortis. Ça donne un ordre de grandeur des volumétries traitées. Mais par contre, du coup, ça me permet de revenir sur le sujet que tu évoquais, c'est l'importance effectivement d'arriver à intégrer la communauté de chercheurs, même si elle n'a pas les solutions, et on est désolé. Aujourd'hui, la contribution au-delà du programme de Bug Bounty, c'est au niveau des référentiels pour essayer de cartographier comment demain, dans cette course à l'innovation et ces nouvelles fonctionnalités, on arrivera à trouver des nouveaux scénarios, parce qu'on est loin des failles web classiques qu'on connaît, qui sont cartographiées et référencées dans des référentiels comme l'OWASP. Il y a tout un travail de R&D qu'il va falloir continuer de faire. Donc ça, c'est le volet contribution collective avec des papiers de recherche, des blog posts. Alors c'est très déstructuré sur le volet veille technique, mais ça se passe encore sur du Twitter, sur des blog posts à la 16e page de votre recherche Google. Malheureusement, les seuls référentiels Mitratlas, c'est pas les plus techniques du monde. Ça vous donne les grandes descriptions. Et la deuxième étape, ça reste de faire évoluer la collaboration qu'on a maintenant depuis, qui est bien ancrée à l'échelle européenne, avec des plateformes de Bug Bounty qu'on a depuis une bonne dizaine d'années et qui commencent à arriver à maturité. C'est comment on intègre l'IA. Y compris les VDP aussi. Ou les VDP, effectivement. Et comment on intègre dans les programmes ou dans les périmètres des programmes de demain l'intelligence artificielle. Donc certains commencent à s'y aventurer. On a eu des chatbots médicaux qui sont censés donner des préconisations purement médicales et il ne faut surtout pas détourner leur usage. C'est rigolo de voir comment ils peuvent vous faire, le chatbot peut vous faire un tuto pour faire une trachéotomie avec un stylo bic à un enfant de 3 ans ou lui apprendre... C'est Doctissimo mais sur ChatGPT. C'est ça. Ou comment, effectivement, pour le sevrer d'un usage abusif du cannabis à 3 ans, il faut s'orienter vers vers d'autres sources d'opiacés. Donc ça, c'est le genre de cas concret qu'on a pu avoir. Mais par contre, sur un volet plus sérieux, c'est aussi comment on va amener un cadre. Parce qu'une vulnérabilité classique,
C'est tout blanc ou tout noir, une faille IDOR, une injection SQL, une SSRF et j'en passe. C'est de la vulnérabilité qui est une bonne base documentaire, qui est arrivée à maturité pour tous. Comment on gère ces nouveaux scénarios d'attaque qui sont encore à découvrir demain? Parce que les failles du rouge à lèvres d'il y a 3 ans, maintenant c'est comment, effectivement, avec toutes les interconnexions qu'on lui file sur un système d'information, on se retrouve avec un super internal threat finalement, alors qui est un peu plus bête qu'un humain encore aujourd'hui à date, mais à qui on arrive à faire ce qu'on veut. Demain, avec cette course à l'innovation, on va lui filer de plus en plus de pouvoir d'action. Il faut qu'on réfléchisse à quels vont être les impacts. Et c'est là où on revient sur de l'analyse de risque. Et c'est là où on revient c'est pour ça que je fais pas le métier de RSSI. Parce que je leur souhaite bien du courage. Il va falloir arriver à conserver cette dynamique au quotidien de il y a telle vulne qui vient de sortir, je suis concerné à tel endroit. Et la notion de shadow IT, je pense que je prêche des convaincus. Il y a des entreprises où on peut bien s'amuser en tant qu'RSSI. J'ai pas dit quoi. Donc il y a toute cette composante-là. Et la communauté de chercheurs est une solution. C'est pas la solution miracle, mais en tout cas est dans une dynamique de contribution et de partage. Et on en revient à l'univers du hacking, comme on le connaît depuis les années 60, il va falloir partager. Parce que la personne avec l'hypercompétence sur l'IA, elle n'existe pas. Et c'est tout un pan d'une communauté avec des profils très théoriques et d'autres très pratiques, avec les exemples un peu extrêmes que j'ai fait exprès de donner. On vient de nous ouvrir les portes, il va falloir qu'on commence à conclure. Du coup, sur les perspectives d'avenir, quelles recommandations, quelles techno vous nous recommanderiez de commencer à regarder, à inspecter? Je vois le chrono et je pense qu'il va falloir qu'on conclue très vite. Donc, je ne sais pas si on veut parler technologie, mais oui, il existe des outils en tout cas pour commencer à détecter tout ça et vraiment, encore une fois, détecter au sens... on peut citer par exemple les outils de SSPM qui vont automatiquement analyser ce qui se passe dans les connexions des gens et essayer de comprendre quels outils ils utilisent pour donner de la visibilité au RSSI. Encore une fois, le but, c'est pas de bloquer, c'est de lui dire, tu sais quoi, il y a plein de gens qui sont en train de mettre plein de data dans des prompts et des chatbots. Tu devrais peut-être t'y intéresser, tu devrais peut-être les sensibiliser aussi. C'est un sujet, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est aussi un des rôles des RSSI et des équipes sécurité que d'expliquer aux gens les risques qu'ils prennent en faisant un certain nombre de choses pour qu'ils les prennent en bonne connaissance de cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais qu'ils soient capables, eux, de comprendre. Donc, il faut expliquer. Et pour expliquer, souvent, il faut voir. C'est un des problèmes qu'on a dans la sécu. Donc, oui, je pense que ça vaut le coup aujourd'hui de commencer à regarder des solutions qui permettent au moins de cartographier les usages. Alors, cartographier, mais vraiment, là aussi, en étant innovant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un gros tableau Excel et essayer de commencer à lister les solutions. Il faut vraiment automatiser tout ça. Il commence à y avoir pas mal d'outils sur le marché qui sont capables, juste en regardant le trafic Internet, de présenter au RSSI, voilà les 100 000 logiciels utilisés par des gens de ton entreprise. Voilà ce qu'ils font et regarde ça et explique aux gens quoi faire. Messieurs. Très court, par rapport au risque inhérent à l'IA, parce que comme ça complétera, c'est partager, donc pour rappel, Mitre Atlas pour vos équipes de développeurs, le blog que je viens de citer, Embrace the Red, pour l'exemple concret de ce qu'il est possible de faire, d'une part, ce qui a déjà été démontré et qui permet d'assurer une forme de veille technologique, parce qu'il va falloir allouer du temps au sujet. Et après, sur le volet IA au sens large, c'est cloisonnement au même titre, mais poussé dans ses extrêmes et ses retranchements au même titre qu'on a su le faire et qu'on sait le faire aujourd'hui sur du web traditionnel. Mon chatbot pour le rouge à lèvres, il n'a pas besoin de connaître les fiches de paye utilisées pour l'IA à disposition du service RH. Donc c'est un cloisonnement du modèle de données jusqu'à l'utilisateur final. Du coup, en complément, moi, il y a 2 points. Comme je vous ai dit au début, pour moi, il n'y a pas de changement majeur. C'est toujours une question d'input et d'output. Et entre l'input et l'output, on compromet quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on monitor ça? Moi, je suis chez un éditeur de cloud. Eh bien, il y a des fonctionnalités de sécurité qui me permettent d'accéder et d'interagir avec ce qui va circuler.
cet input, cet output-là, et pouvoir le traiter et implémenter des contrôles de sécurité, de la suppression de données, du pseudo-masquage, machin, etc. Donc, il y a des choses qui existent. Il y a pas mal de fournisseurs, d'éditeurs de logiciels. Alors, on a beaucoup parlé de collaboration, mais on est beaucoup dans une industrie, donc ils le vendent tous. Maintenant, tout le monde fait de l'IA de toute manière. Et tous les éditeurs majeurs qui travaillent dans le cloud, qui font de la sécurité dans le cloud, vont vous fournir des outils, des sortes de middleware, en fait, pour sécuriser ce qui transite entre la boîte noire intelligente et l'utilisateur. Donc, dans les deux sens, ou les machines, si c'est des machines. Et le deuxième point, et finalement je reviens vers ce que tu disais, c'est l'humain. Je pense qu'il faut investir dans l'humain, il faut investir pour expliquer que, ok, c'est très très cool, le vibe engineering, le low coding, le no coding, etc. Mais bon, faut être sérieux 2 secondes, faut éduquer ces personnes-là, faut leur expliquer les risques, ce qu'on a nous, revu pendant ces 20-30 dernières années, et essayer de les sensibiliser. Et pareil, sensibiliser les utilisateurs internes, que ce soit côté produit, ceux qui réfléchissent à nos produits, ta meilleure amie, Chief Data Officer, etc. Et continuer de les sensibiliser pour qu'ils prennent vraiment conscience des risques et des capacités d'attaque. Travailler ensemble et sensibiliser. C'est ça. Merci. Merci, messieurs.